Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints si nombreux. Nous avons la chance d'avoir Madame la ministre qui va nous introduire le séminaire et vous accueillir, et je lui cède immédiatement la parole. Merci, monsieur le professeur. Alors, je vous remercie évidemment pour votre présence nombreuse au sujet qui est d'une question qui est attendue, puisque c'est un peu le bout du tunnel qui est attendu avec la vaccination qui arrive et qui est annoncée par un certain nombre de firmes pharmaceutiques. Et donc, les vaccins arrivent bientôt en Belgique, puisque l'Agence européenne des médicaments va se prononcer fin de l'année sur le premier vaccin qui est attendu et qui devrait nous permettre, si tout va bien, de pouvoir démarrer la vaccination à partir du 5 janvier. Alors, on sait que c'est évidemment la vaccination et la rapidité de la vaccination, en tout cas la rapidité avec laquelle la vaccination contre le Covid-19 a réussi à être implémentée est un sujet et fait l'objet d'un certain nombre de questionnements qui sont tout à fait légitimes. On sait aussi que la population, pour pouvoir être vaccinée, a des questions qu'elle veut poser et une obligation pour nous, responsables publics, d'avoir la transparence la plus grande possible et totale sur le processus de vaccination, sur les informations dont on dispose au niveau scientifique et médical. Et donc, c'est vrai que ma volonté, celle des autorités, est d'informer, de répondre à toutes ces questions-là, de dialoguer en permanence, d'expliquer avec pédagogie pour qu'on puisse mener cette campagne avec succès. Et donc, à cet égard-là, évidemment, vous êtes les premiers relais, les premiers ambassadeurs de la juste information de cette vaccination. Vous avez une mission de conseil, une mission d'information auprès des patients, des résidents, des familles, de vos confrères, vos consorts, des collègues et de différents intervenants. Et donc, à ce titre-là, l'information que vous allez avoir est évidemment une information primordiale et le rôle que vous allez jouer tout autant pour essayer de faire reculer, c'est quand même notre objectif à tous, cette pandémie qui nous affecte tous. On sait que plus la population sera vaccinée, plus le virus perdra du terrain et plus on retrouvera une vie normale, ce que je crois nous aspirons tous et toutes. Je ne serai pas plus longue puisque les spécialistes, les médecins, les scientifiques vont s'exprimer. Je vous remercie encore pour votre présence. Pour répondre à l'ensemble des questions et vous apporter toutes les assurances nécessaires, je vais maintenant céder la parole à Jean-Michel Denier, qui est directeur du département de pharmacie de l'Université de Namur, qui est spécialiste en sécurité des médicaments et des vaccins auprès de l'Agence fédérale des médicaments. Il est membre du comité de sécurité mondiale des vaccins de l'OMS. Il est membre du comité de pharmacovigilance et d'évaluation des risques de l'Agence européenne des médicaments. Et puis ensuite, à Yvon Angler, que je ne présente plus, mais vous le savez, il est délégué général Covid-19 pour la Wallonie. Il est président aussi de la Task Force Communication autour de la vaccination à l'échelle du pays. Et donc, je propose, dans l'ordre qu'il le souhaite, de leur céder sans plus attendre la parole. On ne t'entend pas, Yvon. Merci, Madame la ministre. C'est moi qui prends la parole, mais qui vais parler le plus brièvement pour laisser le maximum de place à Jean-Michel. Jean-Michel, tu es sur la dernière dia. Oui. Alors, nous allons consacrer en fait cette séance au vaccin, mais je voudrais peut-être très brièvement, puisque je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas obligatoirement familiers avec la vaccination, revenir très brièvement sur quelques éléments. Alors, c'est autour de la fin du XVIIIe siècle, 1796, que Édouard Jenner a une idée en inoculant un bacille d'une maladie de la vache qui donne aux fermiers des lésions cutanées bénignes. Il immunise un jeune enfant contre la variole en sachant que les deux microbes, au fond, sont très proches l'une de l'autre. La vaccine, qui a donné son nom à la vaccination, vient de là, et il vient du latin vacca, la vache, et c'est au fond la première
vaccination comprise, bien qu'on sait que dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, il y avait un certain nombre de pratiques de type vaccinologique, mais évidemment sans absolument rien comprendre du mécanisme sous-jacent. Il faut dire que cet épisode ouvre vraiment l'histoire de la vaccinologie moderne et que la variole, qui est une maladie qui fera des ravages considérables jusqu'au XXe siècle, sera l'objet d'une grande première de l'OMS, puisque c'est dans les années 60 que l'OMS lance un programme d'éradication de cette maladie, éradication qui sera obtenue grâce à la vaccination fin des années 70 et déclarée officiellement en 1980 comme une maladie éradiquée. Alors, juste après Jenner, Pasteur, qui est peut-être plus connu du grand public, sauve un jeune enfant mordu par un chien enragé en le vaccinant, et c'est un élément évidemment particulier puisqu'il vaccine non pas de manière préventive, mais après l'inoculation, en profitant de l'incubation très longue de la rage. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, Pasteur prend le microbe de la rage et le vieillit, le rend inoffensif, et donc il introduit au fond cette idée que nous pouvons prendre la maladie sauvage et, avec un certain nombre de technologies et de techniques, permettre de développer une vaccination safe. Et au fond, de nos jours, la capacité de développer d'isoler et d'injecter les antigènes nécessaires à provoquer une réaction immunitaire a fait évidemment des progrès colossaux, et je pense que Jean-Michel va en parler très largement avec la technologie des vaccins d'aujourd'hui, mais le principe au fond reste toujours le même. Qu'est-ce que c'est la vaccination? C'est utiliser le fait que nous connaissons depuis longtemps que quand on fait une maladie infectieuse et qu'on en survit, on a développé une réaction de protection de notre organisme qu'on appelle la réaction immunitaire et qui nous protège d'une nouvelle infection par le même microbe. Et vacciner, au fond, c'est mimer la maladie sauvage pour que l'individu qui est vacciné développe les mécanismes de protection, mais sans faire la maladie sauvage elle-même. Et c'est un des grands domaines de victoire de la santé publique au cours de ces derniers siècles. Diapositive suivante, juste pour vous faire prendre la mesure de l'extraordinaire nombre. Alors je pense que cette liste est loin d'être complète en plus, mais elle donne déjà depuis l'histoire de la vaccine combien de maladies ont été combattues, voire nous paraît aujourd'hui anecdotique. Je pense peut-être simplement au tétanos ou à la rougeole qui tue encore dans bien des endroits du monde et qui pour nous paraît complètement anecdotique. Eh bien tout cela, c'est grâce à la vaccination. Diapositive suivante. Alors un autre point que je voulais évoquer pour introduire ce séminaire, c'est que il ne faut pas se laisser abuser par le risque de mortalité d'une maladie qui peut parfois paraître faible et pourtant faire des ravages considérables. Et je vous ai pris deux exemples pour en faire la comparaison. La grippe espagnole de 1918, épidémie, pandémie bien connue, dont on ne connaît pas le nombre exact de décès, mais dont on l'estime entre 50 et 100 millions dans le monde. Eh bien, c'est une grippe avec un taux de mortalité de 3%, ce qui veut dire que sur 100 personnes atteintes, 97 vont guérir et 3 vont décéder. Et malgré ça, elle aura fait en 1918, du fait de sa contagiosité, des ravages considérables. On peut les comparer à l'épidémie d'Ebola que nous connaissons en Afrique depuis le début des années 2010 et qui est une maladie où le taux de mortalité est très élevé, un virus extrêmement agressif, mais qui a fait, alors je n'ose pas dire seulement entre 20 et 30 000 morts parce que c'est évidemment des chiffres considérables, mais vous voyez qu'il n'y a pas obligatoirement un lien entre la mortalité individuelle pour une personne atteinte
et le risque pour une population de se voir décimée par, une maladie épidémique. Diapositive suivante. Alors, pour basculer tout de suite dans le sujet d'aujourd'hui, et Madame la ministre l'a rappelé, la vaccination contre la Covid-19 s'inscrit dans une stratégie européenne avec des vaccins qui vont nous arriver maintenant dans les jours, dans les semaines qui viennent, et pour lesquels je vais très brièvement vous rappeler l'état de la stratégie de vaccination. Donc, la Task Force fédérale, sur proposition du Conseil supérieur de la santé, a établi une priorité, c'est-à-dire un ordre dans lequel on va vacciner au fur et à mesure que les vaccins vont apparaître, le but étant bien entendu d'offrir ce vaccin à toute la population, sauf les personnes qui auraient une contre-indication, bien entendu, pour atteindre au plus vite et au maximum un retour à une vie normale, mais aussi protéger les personnes les plus vulnérables d'une maladie qui est très agressive pour eux. Et nous savons tous que ce sont les personnes âgées et les personnes âgées en institution qui représentent le risque le plus élevé. Et donc, très logiquement, le Conseil supérieur de la santé a recommandé de commencer par protéger ces personnes-là et le personnel des établissements qui les hébergent. Ensuite, le personnel de soins dans les hôpitaux et en première ligne leur seront offerts la vaccination. Et enfin, les autres membres du personnel, je dirais, de santé et de soins au sens large dans les hôpitaux, mais aussi dans les services de santé. On pense aux structures de handicap ou de prise en charge de santé mentale, par exemple. Et puis, on basculerait dans une deuxième partie de la première phase, qu'on appelle la phase 1B, qui est alors non plus d'aller vers les personnes dans leur lieu de vie ou de travail, mais d'accueillir une population beaucoup plus générale et ambulatoire, les personnes âgées de 65 ans et plus, puis les personnes plus jeunes, mais avec des comorbidités spécifiques, et enfin, des personnes dont la maladie cause des handicaps importants à des fonctions sociales ou économiques, dernier groupe qui précédera l'offre à la population générale. Diapositive suivante. Tu peux avancer. Donc, vous voyez ici comment ça se mettrait dans le temps. Les maisons de repos de soins d'abord. Tu peux avancer, Jean-Michel. Puis le personnel de santé des maisons de repos et de soins, puis la première ligne et les hôpitaux. Tu peux avancer encore. Et une fois que l'ensemble des lignes blanches seront vaccinées, on bascule alors sur l'accueil en ambulatoire des 3 derniers groupes qui précèdent la disponibilité du vaccin, que l'on considère à ce moment-là, on sera probablement en été 2021, la possibilité d'offrir le vaccin à l'ensemble de la population. Diapositive suivante. La structure de notre première partie de campagne vaccinale va partir d'une importation et d'un stockage des médicaments par le fédéral et par l'Agence fédérale des médicaments, qui seront ensuite transportés avec le matériel nécessaire à la vaccination vers des hôpitaux hub, comme on les a appelés, où le stockage à moins 80, puisque le premier vaccin qui sera Pfizer probablement nécessite cette chaîne du froid, et c'est à partir de là que seront alimentées les maisons de repos et de soins, les hôpitaux pour la vaccination, les autres institutions, toute la partie 1A de notre campagne de vaccination. Alors, les 3 ingrédients d'une campagne de vaccination réussie, c'est d'abord un bon vaccin. Un bon vaccin, c'est un vaccin efficace et sûr. La seconde condition, c'est une communication claire, transparente, qui suscite la confiance et l'adhésion parce qu'elle est claire et transparente et parce qu'elle montre bien les qualités du produit. Et enfin, une bonne accessibilité à la vaccination qui est elle aussi connue comme étant un facteur important. Alors aujourd'hui,
mon introduction a déjà été un peu longue. Nous avons prévu de parler des vaccins. Vous savez que la Belgique en a préacheté aujourd'hui 5 différents en étant à la fois centré sur le fait d'en avoir suffisamment pour toute la population, mais aussi de se prémunir contre le fait que nous ne savons pas aujourd'hui lesquels d'entre eux recevront l'enregistrement, seront autorisés pour l'utilisation en médecine humaine. Diapositive suivante. Et donc, pour mieux nous informer sur ces vaccins, j'ai le plaisir de vous introduire Jean-Michel Donnier, que Madame la Ministre a bien décrit et qui participe au niveau de la Task Force fédérale à nous conseiller au plan scientifique et qui, grâce à sa longue expérience aussi bien à l'Agence fédérale du médicament en Belgique qu'à l'Agence européenne, est vraiment au cœur du système et peut nous informer, je pense, mieux que quiconque sur ces produits qui vont nous arriver. Je le remercie énormément d'avoir pris du temps pour nous et je lui cède la parole. Jean-Michel, the floor is yours, comme on dit. Merci Yvon, je dois juste changer d'écran si vous voulez bien et partager mon écran, donc ça va prendre juste une ou l'autre seconde. Voilà, donc. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait, on vous voit. Parfait. Oui, on le voit bien. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette introduction, Madame la Ministre et Professeur Angler. Donc, effectivement, j'ai une certaine expérience dans les vaccins depuis 15 ans et leur sécurité. Et j'ai vécu notamment le développement de certains vaccins dont je suis responsable au niveau européen en termes de sécurité. Et certains ont été cités, c'est le cas des vaccins HPV qui, comme vous le savez, dans les différentes régions et les différentes communautés du pays sont maintenant particulièrement utilisés, le Gardasil, le Cervarix. Je suis également rapporteur au niveau européen du vaccin, le premier vaccin contre la malaria, du Rotarix également, donc grosse activité. Et quand on dit être rapporteur, c'est s'occuper de la sécurité du vaccin pour l'ensemble des pays européens. Et donc, c'est un travail assez important. Parmi les vaccins qui sont discutés pour le Covid, je suis rapporteur d'un des 5 vaccins directement et co-rapporteur d'un autre vaccin. Donc, sur les 5, je suis dans le processus de façon assez détaillée. Alors, peut-être pour vous montrer le concept du vaccin par rapport à la maladie, c'est que, pour compléter ce que Yvon Angler a mentionné, c'est que lorsque vous avez une maladie comme celle-ci, qui pendant 5 jours est généralement asymptomatique, on voit une charge virale qui va augmenter. C'est ce qu'on détecte au niveau nasopharyngé quand on fait une PCR ou au niveau salivaire. Et la PCR mesure quelque part la charge virale au niveau nasopharyngé, au niveau éventuellement salivaire. Et on va, dans une partie de la population, développer des symptômes, sans qu'on sache trop bien pourquoi une partie de la population, plus de 50%, ne développe pas de symptômes. Et après 2-3 jours, une partie de la population va commencer à avoir des symptômes. Et vous voyez que c'est le 3e jour après une inoculation par le virus qu'on commence à développer des anticorps. Et ces anticorps mettent un certain temps à se développer. Souvent, ils sont détectés avec une certaine efficacité après 14 jours. Et malheureusement, c'est dans cette période de 4 à 14 jours qu'on peut, chez certains individus, développer des formes plus sévères de la maladie ou des formes plus critiques avec un taux de mortalité qui va varier suivant les régions entre 0,3 et 1%. C'est relativement variable et avec les traitements actuels, ça diminue. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à développer des anticorps, on commence à développer ce qu'on appelle également les cellules mémoire qui vont permettre de produire des anticorps le cas échéant ou des cellules qui vont être dirigées contre le virus directement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les personnes qui ont développé des formes de maladie par le passé, il y en a très peu qui redéveloppent la maladie.
Et donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, les réponses immunitaires vont permettre d'être protégées, on l'espère, contre la maladie. Et donc c'est ce qui a amené, bien évidemment, le concept de la vaccination et l'intérêt de pouvoir vacciner, puisque l'immunité qui est la réponse à la vaccination ou au virus semble, en tout cas pour le virus, être relativement efficace. Et ceci, c'est relativement important, c'est quel est le concept d'une couverture vaccinale. Le concept d'une couverture vaccinale et augmenter cette couverture de vaccinale, c'est de réduire l'incidence de la maladie. Alors réduire l'incidence de la maladie, ça veut dire réduire les nouveaux cas de maladie. Et on espère qu'elle sera inversement proportionnelle à la couverture vaccinale. Donc plus on va augmenter la couverture vaccinale, plus on va réduire l'incidence de la maladie et donc les nouveaux cas. Et vous voyez que ce qui apparaît également en même temps, ça c'est assez classique avec la vaccination, c'est des effets indésirables qui vont être réels ou qui vont être perçus. On va voir que ceux perçus, je vais vous en toucher un mot, sont ceux qui, notamment dans les médias, peuvent générer pas mal de risques et de craintes concernant la confiance en la vaccination. Et vous voyez que vous pouvez à un moment ou l'autre perdre confiance en la vaccination, ça veut dire que vous allez réduire la couverture vaccinale. Et ça se traduit généralement par une augmentation de l'épidémie, donc une sorte de vaguelette, comme maintenant on aime bien l'employer en termes un peu plus épidémiologiques. Et c'est là, bien évidemment, qu'il faut être prudent à retrouver soit ce geste de vaccination qui peut rediminuer l'incidence de la maladie et espérer son éradication. C'est ce qui s'est passé par le passé avec la variole, avec la polio, elle est presque éradiquée dans nos pays, bien évidemment c'est le cas, mais vous avez vu qu'on continue toujours à vacciner contre la polio parce qu'il reste quelques cas au niveau mondial. Et tant qu'un cas sera détecté de Covid, il sera certainement intéressant de continuer la vaccination. Donc au niveau de l'OMS, il y a une phrase assez classique qui dit « No one is safe until everybody is safe ». Donc ça veut dire qu'il faut des systèmes pour vacciner le maximum de la population, avoir une couverture maximale la plus importante. Alors une question qui est généralement posée, donc c'est comment est-ce qu'on développe un vaccin aussi vite? Et effectivement, la moyenne de développement d'un vaccin des 10 dernières années aux États-Unis et en Europe, c'est 8 ans. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est important, c'est 8 ans avec des phases cliniques dont la moyenne d'individus dans les phases cliniques vaccinés, c'est d'à peu près 3500 individus. Et ça, c'est les 21 derniers vaccins qui ont été enregistrés par la FDA ces 10 dernières années. Et ce qui est important ici, c'est que on a rapidement identifié, vu l'ampleur de la maladie dès le mois de janvier, le caractère génétique quelque part du virus, et on a pu identifier les gènes sur lesquels on a travaillé. Donc faire des études non cliniques beaucoup plus rapides et commencer en parallèle toute une série d'études, notamment des études cliniques, et surtout avec des financements qui étaient des partenariats publics-privés dans la plupart des cas qui ont permis de sécuriser le financement de ces produits. Pourquoi? Parce qu'un vaccin, généralement, coûte de l'ordre du milliard de dollars ou du milliard d'euros, si vous voulez, on n'est pas après, à être développé. Et pour sécuriser cette somme, elle est généralement étalée sur 8 ans, donc ça vous correspond à 150 millions à peu près par an à devoir débourser pour développer un vaccin. Et ici, dès le début, ce financement a été assuré, on verra, par l'Europe, par l'OMS, par des partenariats publics-privés, ce qui a permis de développer rapidement des études cliniques et sécuriser leur financement, de les mettre en place très tôt, depuis le mois de avril, mai, juin pour certains vaccins. Donc on a déjà un recul de plus de 6 mois pour pas mal de vaccins. Et deuxième information très importante, c'est pas parce que l'ensemble du processus dure 8 ans pour l'ensemble des vaccins que le processus le plus important de ces phases cliniques dure 8 ans. Le processus de ces phases cliniques pour les 21 derniers vaccins développés depuis 10 ans, c'est maximum 3500 individus, une médiane de 3500 individus vaccinés, premièrement, et deuxièmement, des durées d'études cliniques de 6 mois. Donc, on va voir qu'ici, on est bien au-delà de ces informations en ayant beaucoup plus d'individus dans les études cliniques et déjà avec des reculs de plus de 6 mois dans les phases cliniques de phase 3. Donc, on n'est pas allé trop vite, on est allé vite. Et deuxième endroit, on est allé très vite. Ceci qui prend généralement 2 ans, les évaluations et la production qui prend généralement 1 an, tout ça a été remis ici dans les parties en développement. Donc, on évalue au fur et à mesure de ces parties en développement les données. Et les firmes ont commencé à produire alors qu'elles étaient en études cliniques, ce qui était bien évidemment associé à une garantie de financement, ou sinon personne n'aurait produit des millions de doses de vaccins tant qu'ils n'avaient pas l'autorisation de mise sur le marché. Et donc c'est un processus exceptionnel, mais ce n'est pas un processus qui met en cause la qualité, la sécurité et l'efficacité des études qui permettent le développement d'un vaccin, je tiens à le souligner.
Et donc, au moment de la vaccination, on sait ce qu'on connaît avec, aujourd'hui, ces vaccins, avec l'ensemble des vaccins qui sont mis sur le marché depuis des années. On a des informations sur la qualité du vaccin, l'immunogénicité, la réactogénicité, les effets indésirables non rares. Et rappelez-vous, je vous ai dit 3500 individus pour les vaccins en général sont suffisants pour avoir une autorisation de mise sur le marché pendant 6 mois de suivi. Ici, on a les données sur plus de 20 000 individus. Donc, on a plus de 6 fois plus de chances de détecter des effets indésirables dans les études cliniques des vaccins actuels que les autres vaccins. Par contre, ce qu'on connaît moins, comme pour tous les vaccins, comme tout médicament, n'importe quel médicament que vous prenez, c'est que qui sont généralement utilisés, généralement étudiés pendant 6 mois, on connaît moins les effets indésirables plus rares ou retardés et des utilisations off-label, et je vais y revenir également. Et donc, quelque part, la nécessité de développer ce type de vaccin avec une rapidité qui devait être importante, puisque la maladie au mois de mars faisait déjà un certain nombre de décès et on n'en voyait pas la fin puisqu'on n'avait pas de traitement efficace, a mis en concurrence toute une série de firmes pharmaceutiques, la plupart, je vous l'ai dit, soutenues par des partenariats publics-privés. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 200 vaccins en développement, un peu plus, 250, et 53 sont en études cliniques, dont 13 sont en études cliniques de phase 3, donc peuvent potentiellement arriver sur le marché. Et ceci, c'est pour vous montrer ce qu'on parle beaucoup dans les médias, c'est de ce virus et cette fameuse protéine S, qui est en fait la clé qui permet de rentrer dans la serrure de la cellule. Et une fois qu'il rentre dans la cellule, effectivement, il peut se multiplier, et notamment au niveau des cellules épithéliales pulmonaires, développer une réaction inflammatoire prothrombotique. Et comment se fait l'immunité? C'est que les virus qui sont reproduits, qui ressortent des cellules, vont être détectés par des cellules dites présentatrices d'antigènes, c'est le fameux antigène dont parlait Yvon Angler, et cet antigène, c'est la même protéine qui permet de rentrer en fait au niveau de la cellule, cette fameuse clé, ce qu'on appelle la protéine S. Et c'est cet antigène qui va être présenté et qui va permettre de générer, de façon relativement résumée, d'une part des anticorps, c'est les fameux anticorps qu'on sait détecter après 14 jours, mais même s'ils perdent et on les détecte moins dans le temps, il y a néanmoins des cellules mémoire, tant de lymphocytes B qui génèrent en finale des anticorps que des lymphocytes T cytotoxiques, qui sont présents et qui peuvent rester dans le corps suffisamment longtemps. C'est ça que je vous explique. Le concept de la vaccination ici est intéressant parce que les patients ou les individus qui ont déjà développé des formes de maladie, la plupart sont entre guillemets immunisés et ne redéveloppent pas la maladie. On a à ce stade-ci un certain nombre de cas, mais qui est très limité. Et donc, ce qu'Yvon Angler vous a parlé, c'est que comment est-ce qu'on développe des vaccins? Les plus connus, c'est les fameux vaccins vivants atténués ou les vaccins inactivés, où on prend le virus qui a à sa surface cette fameuse clé qui permet de rentrer dans la cellule. Il y a quelques-uns qui développent ce type de vaccin, et puis on utilise directement la protéine. Et c'est le travail de GSK ici avec Sanofi. Ils utilisent la protéine qui va être produite, cette fameuse protéine S, par Sanofi, et GSK fournit l'adjuvant, parce que ça nécessite d'être adjuvanté pour booster le système immunitaire, pour être reconnu et entraîner la réponse immunitaire. Et l'autre solution, c'est d'utiliser un vecteur de vaccin. Ça veut dire que vous utilisez un autre virus que le virus du SARS-CoV-2, et vous utilisez le matériel génétique du virus du SARS-CoV-2 pour exprimer ces cellules directement dans le noyau et dans les cellules qui sont infectées. Donc c'est ce qu'on appelle un vecteur viral, c'est le cas du vecteur AstraZeneca. Et ceux dont on parle le plus, c'est les vaccins à matériel nucléaire, et c'est notamment l'ARN messager. Je vais déjà, vous allez voir, couper un certain nombre d'informations qui peuvent paraître relativement effrayantes. Alors la première, est-ce que ce sont des organismes génétiquement modifiés? Par définition, tout ce qui utilise du matériel génétique, on pourrait le considérer comme tel, mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise la fin du matériel génétique qu'on appelle l'ARN messager, qui va permettre de générer cette fameuse protéine S. Et en fait, c'est un ARN messager, à la différence de l'ADN, c'est très peu stable. Ça veut dire que ça se dégrade très vite, ça reste relativement peu dans la cellule, et c'est à tel point vrai que pour le garder en fait possible en solution, en tout cas sous forme de transport, il faut le garder à moins 70 degrés. Et deuxièmement, on le met dans une couche lipidique, phospholipidique, qui va permettre de rentrer en fait dans la cellule, mais il ne rentre pas dans le noyau et ne perturbe pas le matériel génétique du noyau. Donc ce n'est pas des produits, les vecteurs ARN messagers, qui vont perturber le matériel génétique des noyaux, à la différence de l'ADN. Et donc ensuite, ils vont être rapidement traduits en protéines qui va être reconnue. Et donc le concept est relativement intéressant. Et deuxièmement, il est intéressant parce qu'il ne nécessite pas d'autres virus
ou un virus atténué. Donc, ils ne nécessitent pas du matériel biologique pour être produits, raison pour laquelle ils peuvent être produits en plus grosse quantité et plus vite. Et donc, c'était intéressant dans une course au vaccin. Et donc, c'est ainsi, sur un développement de 8 ans, qu'on arrive à avoir un vaccin qui est développé à peu près 1 an, parce qu'on a utilisé des souches et des vecteurs qui étaient assez intéressants et qui pouvaient être produits en grosse quantité en utilisant des cibles intéressantes comme la cible de cette fameuse protéine S. Alors, ce n'est pas donné à tous les virus. C'est pour ça qu'on a aussi la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour le virus du sida, pour la malaria, même si ça a été fait en partie, parce que obtenir à la fois en même temps le matériel génétique, une protéine bien caractérisée comme une clé qui va rentrer dans cette cellule, et puis avoir un vaccin qui peut agir sur cette clé, tous les virus ne présentent pas ça, les bactéries non plus, et donc ce n'est pas aussi simple. Donc ici, quelque part, la chance qu'on a, c'est d'avoir un matériel génétique qui permet rapidement d'identifier une protéine qui est vraiment une cible intéressante pour développer des anticorps. Alors, on travaille avec différentes institutions, donc moi je suis principalement l'Agence européenne du médicament et la FMPS également. Et d'un point de vue pratique, ça a été présenté par Yvon Angler pour éviter d'avoir des concurrences entre États membres, et notamment, comme certains ont pu le croire au mois de mars-avril, au niveau des masques, au niveau du matériel médical, au niveau des médicaments, il a été important de s'associer entre pays via la Commission européenne qui, au nom des États membres, négociait l'achat de vaccins. 2 intérêts. Le premier, c'est que on sait bien évidemment cofinancer ces vaccins via la Commission européenne et assurer des quantités plus importantes que si chaque pays le fait de façon indépendante. Et deuxièmement, comme ça a été mentionné, si un des vaccins venait à être problématique au niveau de la production, au niveau des résultats d'efficacité, on a un portfolio d'autres vaccins qui sont néanmoins disponibles. Et donc l'approche collaborative était importante. Et la Belgique va recevoir 2,5% des vaccins que par après, elle aura accepté de pouvoir acheter via la Commission européenne. Et effectivement, alors, ça a été présenté par le professeur Angler, elle en a acheté 5 qui couvrent la totalité de la population belge. Pas en excès, puisqu'on est à peu près à 23 millions et il faut 2 doses pour la plupart, avec une réflexion sur celui de Janssen, s'il faudrait éventuellement une dose. Mais si se passe un problème avec un vaccin, ou tout simplement s'il faudra éventuellement rajouter une dose supplémentaire, ça a permis de couvrir la population belge. Alors, en théorie, au plus tard, le 29 décembre 2020, on devrait avoir la réponse pour le vaccin Pfizer. Je dis bien au plus tard parce que des données nous font penser qu'on pourrait éventuellement avoir une décision plus précoce que le 29 décembre 2020. Alors, quand je dis plus précoce, ce n'est pas demain, mais ce serait, entre guillemets, dans les quelques jours qui précéderaient. Mais après, l'Agence européenne remet une opinion sur la balance bénéfice-risque à la Commission européenne, et c'est la Commission européenne qui formellement donne l'autorisation de mise sur le marché dans les 27 États membres. Et donc, c'est dans les 27 États membres qu'est autorisé le vaccin, et puis les campagnes de vaccination sont décidées par, ici, des propositions qui sont faites par une task force et une proposition de la conférence interministérielle de santé publique de vacciner au moins 70% de la population. Les groupes prioritaires, on en a parlé via des recommandations du Conseil supérieur de la santé et de la Task Force, ont été entérinés par la conférence interministérielle de santé. Rendre la vaccination volontaire et gratuite était majeur pour gagner aussi la confiance des citoyens, et puis vous allez voir pourquoi, et un plan de surveillance, et ça c'est important. Et donc cette fameuse Task Force, c'est également au sein de cette task force assurée d'une cellule qui est présidée par le professeur Angler, qui est nécessaire, puisque derrière le vaccin et la vaccination, la communication est importante. Et voici ce qui vous a été présenté, c'est bien évidemment ce à quoi on est confronté en face de nous, c'est ces 2 prochains mois, janvier et février, qui identifieront principalement les résidents, les patients des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, qui correspondent à peu près à 150 000 personnes. Donc, ça veut dire 300 000 vaccins. Et vous avez vu que récemment, Pfizer a informé la Belgique, comme tous les pays européens, d'une diminution du nombre de vaccins attendus, en tout cas sur une période courte de janvier-février, là où on va recevoir 600 000, on va recevoir 300 000. Mais donc 300 000 va permettre effectivement de vacciner les résidents des maisons de repos et des maisons de repos et de soins. Et comme on sait qu'on va à peu près avoir un pourcentage non négligeable qui, pour différentes raisons, refuseront ou ne voudront pas de la vaccination, ça permettra certainement de vacciner les 60 000 personnes des maisons de repos et de soins au niveau personnel.
Pfizer s'est engagé à rattraper son retard à partir du mois de mars, et donc il ne faut pas croire qu'on aura moins de vaccins globalement, on en a commandé 5 millions, mais avoir un léger décalage par rapport à ce qui était initialement prévu. Et puis on a les professionnels de la santé, et toute personne qui fonctionne dans le domaine de la santé, ça correspond à peu près à 500 000 personnes, et donc là il faut effectivement à peu près 1 million de doses. Alors, ceci, c'est un schéma que m'avait demandé la Libre Belgique, que j'ai fourni avec plaisir. C'est les 5 vaccins qui peuvent arriver sur le marché belge. Les plus avancés, c'est le vaccin Pfizer. Le second, c'est le vaccin Moderna, mais vous voyez qu'on en a commandé un nombre de doses beaucoup moindre, 2 millions de doses, et donc il arrivera certainement de façon plus parcimonieuse. Et le troisième, c'est le vaccin AstraZeneca. Plus de doses ont été commandées, mais lui est un peu en décalage par rapport aux demandes d'autorisation de mise sur le marché à l'Agence européenne du médicament. Et le quatrième, c'est certainement le vaccin Janssen, qui est sur la table également de l'Agence européenne des médicaments. Donc c'est certainement, en tout cas, l'ordre qui nous attend. Et comme le premier, c'est celui de Pfizer, je voulais vous informer un peu des données qu'on a en main, tant l'Agence anglaise des médicaments que la FDA, puisque ce vaccin Pfizer est autorisé maintenant historiquement depuis à peu près 2 semaines, d'abord en Angleterre, et puis la FDA et le Canada. La FDA a donné son feu vert dans la nuit de vendredi à samedi passé, et donc on commence à avoir une expérience avec le vaccin Pfizer depuis à peu près une dizaine de jours en Angleterre, et depuis lundi aux États-Unis et au Canada. Et en termes d'efficacité, le vaccin est très efficace. C'est un des vaccins les plus efficaces qu'on a sur le marché. 7 jours après la deuxième dose, on a 95% d'efficacité. Ça veut dire quoi dans les chiffres? Ça veut dire qu'en ayant vacciné 18 000 personnes avec le vaccin, et par rapport à 18 000 personnes avec le placebo, seules 8 ont développé des formes symptomatiques de Covid, et seule une sur les 21 000, puisqu'on avait un nombre plus élevé, a développé une forme sévère. Si vous y étiez dans le groupe placebo, 9 ont développé des formes sévères et 162 des formes symptomatiques de Covid. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que dans le groupe rouge ici, qui est le groupe vacciné, c'est l'incidence des cas cumulés, donc le nombre de nouveaux cas qu'on cumule. Vous voyez qu'après 21 jours, la deuxième dose, puisque c'est un vaccin à 2 doses, 0 et 21 jours, on n'a presque plus de cas qui apparaissent. Et donc, vous voyez qu'on a un certain recul sur ces vaccins, puisque ici, on est à 112, 119 jours. Donc, ceux qui disent que le vaccin n'a pas été étudié ou n'a pas été étudié assez longtemps, il a étudié aussi longtemps que l'ensemble des autres vaccins. Par contre, on a beaucoup plus de données en raison du nombre d'individus. Et ça, ce sont les individus, vous voyez, qui ont reçu le placebo. Et si vous faites un zoom déjà sur les premiers jours, vous voyez qu'à partir du 12e jour après la première dose, on commence à avoir une efficacité du vaccin. Néanmoins, il est intéressant d'avoir la seconde dose pour garantir une efficacité plus longue. Mais ça veut dire que même celui peut-être quelque part qui devrait rater sa seconde dose ou qui aurait éventuellement un problème, on a déjà une efficacité. Donc, c'est des efficacités majeures et cette efficacité ont été démontrées tant dans les groupes d'individus qui étaient peu à risque que dans les groupes d'individus à risque, puisqu'on avait plus de 21% d'individus de plus de 65 ans qui étaient inclus dans l'étude, et plus d'une personne sur deux, ou à peu près une personne sur deux avec des facteurs de risque, donc de l'obésité, du diabète, de l'hypertension, tout ça a été inclus et l'efficacité était équivalente. Et le deuxième vaccin, et je ne vais pas rentrer lui dans les détails, c'est pour vous montrer le type de données qu'on a, qui est le vaccin Moderna, a une efficacité visiblement relativement comparable. Le troisième a des données d'efficacité qui doivent être évaluées plus en détail parce qu'on a des données d'efficacité différentes suivant les dosages. Par contre, vous voyez que c'est beaucoup plus actif que les vaccins contre la grippe et c'est une efficacité équivalente aux vaccins les plus actifs qu'on a sur le marché, à savoir la rougeole, la rubéole et la polio. Alors, de quoi est-ce qu'on pourrait avoir crainte ou des craintes? C'est les données de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est que les données de sécurité ont été réalisées sur des corps de 20 000 vaccinés. Donc, ça a permis d'avoir des informations beaucoup plus importantes que ce qu'on a avec les vaccins d'habitude, où on travaille sur 3 000, 3 500 individus. Et effectivement, ça a des effets indésirables comme tous les vaccins et de nature équivalente aux autres vaccins. Donc, des réactions locales, de la douleur, de l'érythème, du gonflement. La douleur, c'est de la douleur à l'injection. On n'a pas encore fait des aiguilles qui ne piquent pas. Et donc, dans 80% des cas, on a des douleurs à l'injection. Et puis, des réactions systémiques. Tous ceux qui ont été vaccinés éventuellement contre la grippe peuvent développer de la fièvre, à peu près 15% des cas. Des maux de tête, on est aux alentours, et des myalgies de 40-50%. Mais ce qui est très important,
Vous allez voir pourquoi c'est important pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. C'est que d'une part, la plupart des réactions les plus importantes apparaissaient après la deuxième dose. Donc ça va permettre justement de faire l'ensemble du schéma des 2 doses. Et surtout, c'est que le risque est nettement moins élevé chez les individus de plus de 55 ans. Parce qu'en fait, la réactogénicité chez les individus de plus de 55 ans est souvent moindre. Et donc c'est important, ça veut dire que les personnes qu'on va vacciner en premier vont certainement développer moins de formes plus importantes de ce type d'effet indésirable. Et ils seront suivis dans la vraie vie, puisqu'on va suivre la sécurité, on va suivre l'efficacité dans la vraie vie. Donc, troisième écume important, oui, mais on ne connaît pas la sécurité ou l'efficacité à long terme. Les études cliniques continuent, mais également dans la vraie vie, en Belgique et dans beaucoup de pays, on va étudier la sécurité et l'efficacité sur du long terme avec des systèmes mis en place qui n'ont jamais été mis en place pour d'autres vaccins de suivi. Et tout simplement, ceci pour vous montrer un exemple, c'est qu'on va mettre un système de surveillance renforcé tant des vaccinés que chez les vaccinateurs avec un système de base de données qu'on appelle Vaccinet Plus, qui va permettre l'encodage de données et éventuellement rapporter des effets indésirables auprès de l'agence des médicaments belge. Et cette agence belge des médicaments, comme la plupart des agences européennes et des agences de pays au niveau mondial, rapporte ces effets indésirables dans une base de données commune, qui est l'agence européenne ou l'agence mondiale. Et ceci, c'est ce que couvre cette agence mondiale de sécurité des médicaments. Ça veut dire que si vous avez un effet indésirable en Australie avec le premier vaccin ou actuellement au Canada, cette base de données mondiale, on a l'information tant en Belgique qu'au niveau européen, dans des délais très courts. Vous voyez qu'il y a 142 pays qui participent. Et donc, on va avoir une couverture mondiale de la sécurité du vaccin, comme on a par le passé, mais ici qui a été renforcée. Donc ça, je crois que c'est important également de le mentionner. Alors voilà ce qu'on risque, je vous l'ai dit, d'avoir, c'est cette perte de confiance dans certains cas avec la vaccination, et c'est là qu'il faut bien être prudent. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre un effet indésirable du vaccin où il y a un lien causal et le développement naturel d'une maladie. Et pour vous démontrer ça, je vous ai repris l'exemple du vaccin HPV, Gardasil Cervarix. Quand on l'a mis sur le marché, comme c'était des populations un peu particulières, des jeunes filles à l'époque de 9 à 18 ans, maintenant on vaccine également les garçons, en tout cas pour le Gardasil, on savait qu'on allait détecter des maladies après la vaccination. Et donc, voici une analyse qui a été faite notamment aux États-Unis. Plutôt que d'injecter le vaccin, vous injectez un placebo d'un point de vue théorique, donc vous ne l'injectez pas, mais vous analysez combien de cas sur 1 million de jeunes filles qui devraient être vaccinées, on va détecter après la vaccination théorique. Et vous voyez que le lendemain d'une vaccination théorique, on sait que sur 1 million de jeunes filles, on va détecter 4 cas de diabète. Après une semaine, 29 cas de diabète. D'asthme, 27 cas après un jour. Et donc, ça veut dire que naturellement, on sait qu'on va avoir de la population des personnes qui vont être vaccinées, par exemple, aujourd'hui, mardi à midi, demain ou après-demain, elles iront chez leur médecin, elles vont avoir développé une maladie. Et là, il faudra voir si le risque de développer cette maladie chez les vaccinés est plus important que chez les non-vaccinés. Et aujourd'hui, pour toute une série de maladies, dans les études cliniques, ce n'est pas le cas, mais ce sera mesuré dans la vraie vie. Et voici un exemple très simple que j'ai malheureusement eu à suivre quand j'ai commencé en pharmacovigilance avec le vaccin Cervarix. Une jeune fille en Angleterre qui a été vaccinée, l'après-midi, elle est décédée. Et vous voyez que les médias ne prennent pas de pincettes, ils mentionnent que les amis rendent hommage à la jeune fille qui a été vaccinée et dont son décès, c'est une victime liée au vaccin lui-même. Et donc, quelque part, heureusement, la famille a accepté l'autopsie et le lendemain, l'autopsie a révélé, ça c'est le lendemain, le 30 septembre, que la jeune fille était décédée malheureusement d'une maladie avec une malformation congénitale, malformation notamment cardiaque. Mais vous voyez qu'on continue généralement dans les médias, une semaine après, malgré qu'on constate qu'elle n'est pas décédée du vaccin, à mettre en cause des effets indésirables du vaccin. Donc moi, c'est mon travail aussi de tous les jours, d'analyser ces effets indésirables et ce lien causal qui n'est pas forcément évident, et aussi en termes de communication, de communiquer comme on le fait aussi ici sur les limites des études cliniques et surtout les données majeures de ces études cliniques. Et donc nos craintes, qui ne sont pas nouvelles, c'est l'hésitation vaccinale. Et donc Yvon vous a montré l'hésitation vaccinale, le développement des vaccins. Et effectivement, voici un cartoon qui date de 1892. Dès le début de la vaccination, on a eu une hésitation vaccinale. Et l'OMS a identifié dans l'hésitation vaccinale une des 10 causes, une des 10 plus grandes menaces de la santé mondiale. Vous voyez que c'était en 2019, c'était avant la Covid-19. Et donc, effectivement, si vous prenez au niveau belge, il y a plusieurs études où on démontre, à juste titre certainement, que 50%
avaient l'air de se faire, avaient l'intention de se faire vacciner. Et je dis à juste titre, 33% n'étaient pas certains de se faire vacciner. Et je pense que quelque part, ils ont raison à ce stade-ci, parce qu'on n'avait pas encore les données qu'on a et que l'Agence européenne va fournir quant aux données d'efficacité et de sécurité des vaccins. Je crois qu'avec les données qu'on a maintenant, ça va rassurer pas mal de personnes, y compris les systèmes mis en place pour suivre ces vaccinations. Et ce qui est intéressant, et ça va concerner les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, c'est que cette hésitation vaccinale est la moindre chez les individus les plus âgés. Et donc, on a une hésitation vaccinale relativement faible chez les individus les plus âgés. Elle est plus présente chez les 25 à 45 ans qui arriveront à partir certainement du mois de juin, juillet ou voire après. Donc, on aura heureusement quelque part aussi une expérience importante, y compris chez les individus de plus de 55 ans. Et on a des différences entre régions. Vous voyez que la région flamande est généralement plus favorable initialement à la vaccination que la région bruxelloise et puis la région wallonne. Et ça a encore été publié, vous l'avez peut-être vu ici dans une enquête, dans le grand baromètre Ipsos le soir, RTL, qui a été publié le 13 décembre 2020, où on retrouve les mêmes chiffres, donc ça reste relativement stable. Alors je terminerai juste par l'objectif ici de nos présentations, et je remercie d'ailleurs la VIC de faire cette présentation, c'est d'être transparent sur l'ensemble des données. L'ensemble des données, l'Agence européenne du médicament va être transparent, va publier dans les 3 jours qui suivent l'autorisation de mise sur le marché accordée par la Commission européenne le dossier d'évaluation, le plan de gestion de risque. Toutes les semaines au niveau belge et au niveau européen, on va faire une mise à jour des données de sécurité qui auront été renvoyées et qui seront analysées. Nous, on est quelque part mobilisés et mobilisables tous les jours pour adresser ces données de sécurité et de données d'efficacité et les fournir de façon transparente. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, quelle est l'alternative? Aujourd'hui, les traitements de la Covid, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas certainement dans l'année à venir, autre que des traitements, je vais dire, symptomatiques qui ont permis de réduire la mortalité. C'est le cas des corticoïdes comme la dexaméthasone à 6 mg par jour, une fois par jour pendant 10 jours, des anticoagulants, mais des vrais traitements pour dire que la maladie n'entraîne pas une augmentation de la mortalité. Aujourd'hui, dans le viseur, ils sont très peu nombreux. Et cette immunité collective, sans vaccin, on sait qu'on n'y arrive pas. Et cette immunité collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez différentes personnes ici qui sont contaminées, qui sont éventuellement contaminantes, elles vont contaminer les personnes autour d'elles. L'immunité collective, c'est de mettre autour de ces personnes des personnes qui ne vont pas développer la maladie, mais qui vont éviter la transmission de la maladie à d'autres personnes. Et ceux qui croient qu'on peut arriver à cette immunité collective sans vaccin se trompent. Pourquoi? Parce que si les personnes sont contaminées par le virus et non plus par le vaccin, elles vont être à risque de développer la maladie et des formes sévères avec une mortalité entre 0,3 et 1%. Et donc, ça veut dire que pour espérer avoir une immunité collective, il faudrait au moins 70 à 80 000 Belges qui décèdent dans des délais courts. Et vous voyez qu'ici, avec un nombre de Belges qui décèdent de l'ordre de 2 à 300 par jour au moment des pics de la première et de la deuxième vague, on sature les hôpitaux rapidement. Et donc, ça amènera des catastrophes tant humanitaires que au niveau des pays, au niveau de la visibilité de ce qui va se passer au niveau des soins de santé des pays. Et donc, ce n'est pas sans vaccin une possibilité. Avec vaccin, c'est la seule possibilité. C'est ce qui a été démontré par le passé. Et donc, de nouveau, je pense qu'il faut croire les experts, non pas ceux qui savent tout, mais ceux qui disent ce qu'ils savent et ceux qui disent ce qu'on ne sait pas encore. Donc, quel type de vaccin choisir? Je vous l'ai dit, par définition, on a un premier vaccin qui va arriver ici sur le marché. On va travailler avec celui-là, on l'espère. Quelle est la durée de la protection? Là aussi, ce sera suivi et ce sera suivi de façon détaillée dans les populations, y compris les populations nationales. Est-ce qu'il faudra plusieurs doses? Il faut 2 doses. Est-ce qu'il faudra des rappels? C'est possible. Et à la limite, ce n'est pas grave. Et au contraire, c'est ce qu'on fait ici. À chaque fois qu'on développe un vaccin, il n'y a rien de nouveau. Actuellement, on n'a pas décidé, mais on est en train de travailler sur la réflexion sur les femmes enceintes. Et là, on pourra en discuter de façon plus détaillée, mais c'est en cours de discussion. Idem les personnes allergiques. Et le vaccin sera-t-il obligatoire? C'est une question qui revient fréquemment. La réponse a été apportée et on peut s'en réjouir par la conférence interministérielle. Donc, voilà pour ma partie que je voulais présenter. On ne t'entend pas, Yvon. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup, professeur Dogne
Alors, la parole est maintenant à la salle, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc, je peux vous encourager à rédiger des questions dans la conversation de la réunion. Pour ceux qui ne sont pas familiers, dans la barre d'outils, il y a une petite bulle avec 2 lignes horizontales, style bulle de bande dessinée. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la conversation qui s'ouvre à droite. Et vous pouvez, en bas de cette colonne, en utilisant votre clavier, écrire une question et puis l'envoyer par la petite flèche dans la conversation et nous y répondrons au fur et à mesure que les questions se posent. Peut-être Jean-Michel, dans l'attente des premières questions du public, est-ce que tu peux préciser au fond pourquoi les vaccins qui vont nous arriver en premier sont des vaccins mRNA? Je pense pour 2 raisons. Le premier, c'est que 2 firmes ont rapidement travaillé ensemble et collaboré ensemble, et ce sont des grosses firmes, l'un en termes de développement des vaccins mRNA et des produits mRNA, qui est BioNTech, qui est une firme allemande, qui avait vraiment le know-how dans le domaine, et deuxièmement, celui qui avait le bras armé avec la plus grosse firme pharmaceutique mondiale, c'était Pfizer. Et donc, et troisièmement, des soutiens du privé, notamment, et public pour développer ces vaccins. Donc, on avait vraiment certainement la meilleure expertise, tant en termes de vaccins mRNA que de firmes qui développent ces vaccins. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils sont certainement les premiers. Ils avaient tant l'outil de base à disposition que les financements et le réseau pour développer. Et deuxième raison qui est majeure, comme je l'ai mentionné, c'est que ce sont des vaccins qui sont des vaccins dits synthétiques. Ce sont des vaccins qui ne nécessitent pas du matériel biologique pour être produits, à la différence de vaccins vivants atténués, par exemple, et qui nécessitent par exemple des œufs. Et quand on a eu en 2009 la pandémie H1N1, on avait aussi un problème tout simplement de production parce qu'on n'avait pas assez d'œufs. E-O-E-U-F, donc on n'avait pas assez d'œufs, donc il faut du matériel biologique pour produire en grosse quantité du matériel biologique, tandis que du matériel synthétique permet de produire aussi des plus grosses quantités dans des délais plus courts. Et je pense que l'intérêt de ces vaccins-là aussi, c'est que s'il devait y avoir des mutations qui devaient se produire avec des manques d'efficacité, ils sont plus à même à répondre rapidement à un redéveloppement, un ajustement en fait quelque part du vaccin pour être de nouveau efficace et être produit en plus grosse quantité. Et donc le deuxième vaccin Moderna, c'est également un vaccin ARN messager. Et le troisième vaccin, qui est le vaccin AstraZeneca, lui, est un vaccin à vecteur viral, comme je l'ai mentionné, un adénovirus. Le quatrième, le vaccin Janssen, c'est également un vaccin à adénovirus. Ils sont un peu différents. Le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin à adénovirus d'origine de chimpanzé, alors que l'autre, c'est un vaccin, un virus un peu plus classique, un virus humain. Alors, je vois que personne ne se lance dans la conversation où j'ai peut-être… Ici, il y a beaucoup de questions. Alors, je ne les vois pas. Je ne sais sur pas la droite, sinon je propose peut-être M. Frappé. Je pense qu'ils vont encore… C'est M. Frappé qui doit nous les… Oui, ne vous inquiétez pas. En fait, je pensais que vous aviez visionné les questions qui arrivaient au fur et à mesure. Donc, elles se trouvent dans l'onglet de droite. On en est à près de 100 questions là à l'instant. Je ne les vois pas. Enfin, moi, je ne les vois pas. Je ne sais pas s'ils vont. Ah oui, oui. Jean-Michel, à droite des personnes, tu as les points d'interrogation, elles sont là. Okay, voilà. Alors, quelles sont… Il y a une question pour toi, alors du coup, Yvon, pour le timing de publication. Alors, première question, c'est sur le timing de la communication. Alors, je pense que il y a 3 parties dans une communication autour d'un vaccin. Il y a une partie qui est, je dirais, une information générale. C'est ce que nous sommes occupés à faire aujourd'hui, que l'on pourrait répéter au fond un peu à n'importe quel moment de la campagne de vaccination, en gardant évidemment en mémoire que chaque semaine, chaque mois, il va s'accumuler des nouvelles données qui vont être traitées pratiquement en temps réel
par les organismes de suivi de la vaccination au niveau européen et partagé au niveau européen, ce qui nous a déjà permis d'avoir un certain nombre d'informations sur la campagne qui a démarré en Angleterre, par exemple, illustre bien ce fait. Le deuxième élément sont les aspects de débat autour de la sécurité des vaccins et autour de leur intérêt, qui est un débat qui va surtout avoir lieu maintenant. Je pense que dans quelques semaines, à peut-être 1 à 2 mois, on aura fait le tour des questions, je dirais, existentielles autour du vaccin et de son intérêt. Et ce que nous espérons évidemment, c'est d'avoir été suffisamment convaincants pour surmonter l'hésitation vaccinale de beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, parce que les données devenant disponibles, cette hésitation, cette anxiété n'aura plus lieu d'être. On voit bien que le fait de ne pas avoir eu accès jusque maintenant aux données a permis de développer toute une série de ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, de fantasmes qui sont écartés des faits, écartés de la réalité, mais il était important que nous restions rigoureux à ne pas donner des informations qui n'étaient pas des informations solides. Aujourd'hui, grâce aux publications, vous savez que le vaccin Pfizer a fait l'objet d'une publication dans le New England, le vaccin AstraZeneca dans le Lancet, et puis surtout l'ouverture des données des essais cliniques à partir de l'enregistrement anglais et américain fait que nous pouvons, et c'est ce que Jean-Michel a fait ici, vous donner des informations très précises que nous pensons être rassurantes parce qu'elles ne sont pas plus inhabituelles qu'un grand nombre de vaccins que nous utilisons tous depuis très longtemps, parfois sans aucune appréhension, et au contraire avec des données d'efficacité qui sont plutôt très élevées par rapport au contexte. La troisième partie de l'information va consacrer une information ciblée vers les personnes qui vont être sollicitées pour être vaccinées. C'est ce qu'on appelle la communication ciblée et qui va devoir se dérouler tout au long de l'année 2021 en fonction du moment où nous allons solliciter une partie de la population pour venir se vacciner. Yvan, je peux peut-être prendre 3-4 questions les unes après les autres dont j'ai noté, comme ça. Super. Je te laisse peut-être, il y en a une notamment sur la personne handicapée, comme ça je te laisse peut-être réfléchir à cette question-là, ou je t'envoie passer quelques-unes. Alors, je suis passé rapidement sur le slide des craintes de la vaccination par les personnes qui ont des doutes de se faire vacciner. Je m'en excuse, il n'y avait absolument pas une volonté de ma part. La première des craintes, c'est le risque d'effet indésirable. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis après passé sur les données de sécurité dans les études cliniques et les risques des effets indésirables, où le risque d'effet indésirable sévère est très faible, il est moins de 0,5% dans la population des études cliniques, et les effets indésirables sont les effets indésirables classiques d'un vaccin. Donc, effectivement, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'effets indésirables, mais c'est ceux classiques de la vaccination, et qui se résolvent dans des délais relativement courts, 2 à 3 jours, et je vous l'ai dit, qui sont moins importants chez la personne plus âgée, premièrement, chez les plus de 55 ans, et deuxièmement, qui est moins importante après la première dose. Alors, je ne voulais pas présenter, parce que bien évidemment, j'ai beaucoup plus de détails. Il faut savoir que dans les études cliniques, une façon relativement simple de voir l'impact des effets indésirables sur la qualité de vie, c'est de voir entre 2 doses le nombre d'individus qui refusent la seconde dose. Et ici, sur 18 à 19 000 individus vaccinés, il y en a moins de 50 qui n'ont pas voulu la seconde dose en raison d'effets indésirables. Donc, moins de 50 sur 20 000. Donc, vous voyez que c'est très, très faible. Alors, deuxième question qui revient souvent et que je n'ai pas adressée, c'est effectivement, on lit dans la littérature que le taux d'anticorps peut diminuer après la maladie, après 4, 5 ou 6 mois. Alors, il y a pas mal d'études. Nous, on fait beaucoup d'études de sérologie ici à l'Université de Namur et on a fait une quinzaine de publications sur le sujet dans le cadre du Covid. On montre des taux d'anticorps qui restent relativement stables chez les personnes qui ont développé des symptômes.
Mais surtout, et ça je voulais quand même à chaque fois le rappeler, ce qui caractérise l'immunité, ce n'est pas les anticorps, c'est ces fameuses cellules mémoire. Et donc beaucoup d'individus qui n'ont plus d'anticorps ou très peu d'anticorps peuvent garder une immunité en raison de ces cellules mémoire. Donc c'est important et qui, eux, ne sont pas mesurés en routine dans le sang. Une question qui est très importante, c'est la question sur la transmission. Effectivement, il y a deux effets d'un vaccin, c'est ce qu'on appelle l'effet direct, ça veut dire la réduction de votre risque de développer la maladie si vous êtes vacciné, c'est ce qui est mesuré en études cliniques. Par contre, les études cliniques ne mesurent pas ce qu'on appelle l'effet indirect, c'est est-ce qu'une personne non vaccinée qui est dans votre entourage aura moins de risque de développer ou d'être atteinte par le virus si vous-même vous êtes vacciné. Donc ça, ce n'est pas démontré dans les études cliniques, mais on a des informations d'autres études cliniques qui montrent que chez des individus effectivement asymptomatiques, on a moins de risque de détecter effectivement le virus, et donc ça laisse sous-entendre qu'on réduirait la transmission, et par ailleurs, il est plus logique, et c'est normal, que les individus qui des formes symptomatiques et sévères ont des charges virales plus importantes, et donc sont plus à risque de transmettre la maladie. Mais un point très important et très majeur, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes vacciné au début que ces mêmes individus devront ou pourront avoir l'absence de gestes barrières en l'absence de ces données. C'est la raison pour laquelle il faut une couverture de vaccination qui est importante et ne pas penser qu'à partir du mois de février, tout le monde pourra enlever les masques et réduire les gestes barrières. C'est exactement l'inverse, il faudra maintenir, et c'est une arme supplémentaire, en l'absence de ces données sur la transmission, mais on sait très bien que quand on atteindra un pourcentage suffisamment de la population, même à titre individuel, lorsqu'on sera protégé, ça donnera une réponse en tant que telle à la maladie, puisqu'on va réduire les individus qui ont des formes sévères de maladie, y compris dans les hôpitaux, et donc les risques de reconfiner seront bien évidemment également diminués, et donc là, c'est certainement important de continuer ces gestes barrières également pour réduire ces transmissions tant qu'on n'a pas une couverture suffisante de la population. Bon, Jean-Michel, la question sur la vaccination des personnes avec handicap. Donc, en fait, ce qui a été priorisé dans l'avis du Conseil supérieur de la santé était basé sur le risque de la mortalité. Et ce qui est le facteur le plus majeur, c'est l'âge. Et c'est celui-là qui a conduit à mettre en toute première priorité les patients en maison de repos. Alors, je vais être tout à fait précis, c'est l'âge en collectivité, c'est-à-dire dans des structures où la probabilité de rencontrer le virus est beaucoup plus grande que quand vous vivez chez vous et que vous avez un nombre de contacts beaucoup plus limité que ce que peut avoir une institution où un nombre de gens vivent. Alors, dans les institutions pour personnes avec handicap, il y a une circulation de virus qui est aussi importante et qui a justifié de prioriser les institutions pour personnes handicapées, mais étant donné la tranche d'âge plus basse, le risque de mortalité est plus faible et c'est ce qui a justifié de commencer par les maisons de repos, puis le personnel des structures de santé parce que, évidemment, leur absence et leur contamination réduit la capacité de soins, et vous savez que cette capacité de soins réduite ne concerne pas seulement les patients Covid, mais ont une répercussion indirecte sur la prise en charge de tous les autres problèmes de santé de notre population et est un véritable problème à partir du moment où l'accès aux structures de soins n'est plus garanti pour tout un chacun, les gens qui ont un cancer, qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension ou qui simplement doivent se faire opérer d'une prothèse de hanche ou d'un genou. Donc, c'est la raison pour laquelle dans la phase 1A, vous trouvez d'abord les maisons de repos et de soins, puis le personnel de santé hospitalier première ligne, puis les autres institutions, et c'est là qu'on va retrouver les institutions avec personnes à handicap, puis seulement on passe en phase 1B et on vaccine en ambulatoire les personnes de plus de 65 ans et les personnes entre 45 et 65 avec maladie chronique. Et puis après, on va descendre évidemment vers l'ensemble de la population. Alors, oui, vas-y.
Je vais peut-être plus en tête exactement le taux de mortalité chez les plus de 80 ans. 20%. Voilà, j'allais dire 15%, mais donc c'est 20. Je pense. C'est donc une personne sur 5. Ça devient une mortalité extrêmement élevée. En maison de repos, d'une manière générale, la mortalité approche les 10%, dépend évidemment de la structure d'âge de la maison de repos, mais c'est certainement dans ce groupe-là, et on l'a hélas tous vu, le taux de mortalité est le plus élevé. Et la troisième question à laquelle je pourrais répondre, c'est la situation pour les personnes précaires. Donc, nous avons un contact avec la firme Janssen pour voir un petit peu où ils en sont, parce que dans un certain nombre de populations précaires, le fait d'avoir une vaccination en une dose pourrait être un avantage considérable. Et donc, on essaye de voir si on pourrait matcher convenablement le calendrier prévisionnel de ce vaccin qui, a priori, est aujourd'hui le seul qu'on nous présenterait comme recommandé en une seule dose pour approcher ce type de population qui a des besoins de vaccination extrêmement importants. Et donc, on sait que c'est un point d'attention majeur. Jean-Michel? Oui, donc il y a des questions sur l'efficacité du vaccin, combien de temps les vaccins sélectionnés sont efficaces. Donc là, c'est important, comme tout vaccin, lorsqu'il est mis sur le marché, par définition, on connaît son efficacité pendant la durée des études cliniques. Et ça, c'est pas ce vaccin en particulier ou ces vaccins, c'est l'ensemble des vaccins. Et donc, ce qui est important, je vous l'ai dit, les études cliniques ont commencé en juillet pour le Pfizer, notamment les phases 3. Et donc, on commence à avoir du recul. Je ne sais pas si vous vous rappelez le schéma, j'ai insisté là-dessus. On est à plus de 120, 130, 140 jours où on maintient une efficacité. Et donc, l'important, c'est qu'on va mesurer cette efficacité dans la vraie vie avec Sciensano au niveau belge et les autres pays vont faire de même. Donc, on aura des données dans la vraie vie et on espère avoir une efficacité qui soit maintenue. Et enfin, les études cliniques vont perdurer pendant 1 an minimum, 2 ans pour la plupart. Et donc, on aura également des données dans les études cliniques. Et donc, effectivement, la question qui se pose tout le temps, est-ce que si le vaccin mute, si le virus mute, est-ce que le vaccin sera toujours efficace? Rappelez-vous, je vous ai donné l'exemple de la clé qui rentre dans une serrure. Faites tomber votre clé 10, 50, 100 fois, vous pouvez très bien ne pas avoir d'impact sur le système qui permet à votre clé de rentrer dans la serrure. Et c'est ce qui se passe donc maintenant avec le virus, c'est que toute une série de mutations n'impactent pas, entre guillemets, la fonctionnalité du vaccin et des anticorps produits parce que la sous-unité protéique S et la sous-unité S1 restent quand même la cible des anticorps qui sont produits. Alors, on n'exclut pas qu'à l'avenir, on puisse avoir ce type de mutation. Et là, il faudra un certain temps avant que ça se développe, que ça se répande dans la population. D'où l'importance d'avoir une campagne de vaccination qui s'établit dans de meilleures conditions. Et si ça devait arriver avec une population éventuellement trop importante, ce sera rapidement détecté et un travail sur le vaccin pourra être réalisé. Je vous rappelle qu'on se revaccine contre la grippe chaque année pour 2 raisons. Pas parce que le virus mute, c'est parce qu'on a soit des formes de virus différentes, mais on revaccine chaque fois la même année avec le même vaccin contre le même virus, l'H1N1, mais aussi parce qu'on perd de l'immunité après 9 mois avec le vaccin contre la grippe, en fait. Et c'est la raison pour laquelle il faut se refaire vacciner chaque année. Et donc ici, les données des études cliniques vont rapidement nous fournir ce type d'informations, y compris des données de la vraie vie. Et donc, il n'est pas exclu qu'on revaccine chaque année, il n'est pas exclu qu'on analyse de façon beaucoup plus détaillée ces données, mais c'est la base de la vaccination et de tout vaccin. Ça a été la base des vaccins hépatite B quand ils ont été émis. Au départ, on pensait qu'on allait vacciner après 5 ans, et puis c'est après 10 ans maintenant. Et donc ça, c'est relativement caractéristique du développement des vaccins. Et j'avais de façon un peu cynique répondu à une question qui était un peu agressive. Est-ce que vous ne trouvez pas stupide de développer des vaccins contre un virus qui mute? Ce qui est stupide, c'est de ne pas développer de vaccins. Ça, c'est clair. Par contre, c'est le jeu, quelque part, des antibiotiques et des antiviraux et des vaccins, c'est de s'adapter par rapport à des mutations potentielles de bactéries ou de virus, tant en termes de traitement qu'en termes de prévention. Alors, moi, je peux peut-être répondre. Il y a 2, 3 questions sur cette
cet inconnu ou cette interrogation extrêmement importante sur la transmission. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui, outre le fait que la sécurité du vaccin est bonne, c'est qu'il a un très bon effet de protection pour la personne qui est vaccinée par rapport au fait de développer une maladie. Donc, non seulement, comme Jean-Michel l'a montré, la diminution de probabilité d'avoir des symptômes est très très grande, beaucoup plus grande que ce qu'on a d'habitude avec les vaccins pour la grippe, par exemple, mais si vous faites malgré tout une maladie clinique, elle sera plus légère. Donc, le nombre de maladies sévères est plus faible dans le groupe qui fait malgré tout des symptômes cliniques en ayant été vacciné. Ce que l'on ne sait pas, et c'est parfois quelque chose qui est pas clair dans la population, c'est qu'on peut malgré tout, si on ne fait pas de symptômes, être contagieux, c'est-à-dire de porter le virus et de pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Et nous ne savons pas encore aujourd'hui dans quelle mesure les personnes vaccinées auront une diminution ou pas de la quantité de virus qu'ils excrètent et pendant combien de temps. On peut évidemment espérer qu'avec le raccourcissement des symptômes, de toute façon, le temps de production du virus sera réduit, mais nos espoirs vont bien au-delà de ça, puisque ce qu'on espère, c'est qu'il y aura aussi une diminution de la production, voire une inhibition de la production. Et donc, on va devoir avoir un petit peu de patience par rapport à cette donnée-là, qui est plus lente et plus compliquée à obtenir que le niveau de protection individuelle par des études contre placebo, comme Jean-Michel les a montrées pour les études de phase 3. Mais bien sûr, dans les mois qui viennent, ce sera une des informations clés que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Et de cela découle la réponse à l'autre question qui est posée sur le taux de couverture. 70% de couverture ne veut pas dire 70% d'immunité. Le taux d'immunité nécessaire pour interrompre la transmission va dépendre de ce que je viens de vous expliquer. Imaginons qu'elle soit 0, mais pour interrompre la transmission, il faudra vacciner tout le monde. Imaginons qu'elle soit très forte, on pourrait imaginer qu'avec 50, 60% de la population vaccinée, on ait déjà un effet de protection d'immunité collective qui soit grande, et donc les deux données vont devoir à un moment être croisées. Ce qui est sûr, c'est que, un, si vous vous vaccinez, vous vous protégez vous-même, et deux, vous soulagez le système de santé en n'ayant pas besoin d'être hospitalisé, d'aller aux soins intensifs si malgré tout vous deviez faire une forme clinique détectable de la maladie Covid. Et donc ces éléments-là sont suffisants pour lancer la campagne de vaccination, et il est évident qu'une couverture très large de la population va se traduire aussi par une capacité de revenir à la vie normale. Mais ça, je pense, comme je l'avais dit à un journaliste dans la semaine, que ce pourrait être, si la mobilisation de la société belge est bonne, le cadeau de Noël pour 2021. Peut-être une question, peut-être un commentaire sur ce que tu viens de mentionner, qui est bien évidemment tout à fait, on est sur la même longueur d'onde. Il y a juste, je vous demande de faire attention à ce qui est parfois dit dans les médias de façon erronée, mais sans le vouloir, c'est dire que le vaccin ne marchera que si on a 70% de la population qui est vaccinée. C'est tout à fait faux, hein. Chaque personne vaccinée, c'est une victoire pour la vaccination et c'est une victoire à titre individuel. Alors c'est le côté égoïste certainement du vaccin, ça veut dire que le premier réflexe c'est d'être vacciné à titre personnel et le vaccin est efficace à titre personnel. Par contre, la beauté de la vaccination de masse, c'est espérer effectivement avoir une immunité collective et qui en fait un geste civique. Mais venir mentionner qu'il faut au moins 70% pour que le vaccin marche, ce n'est pas exact. À titre individuel, ça va déjà permettre de soulager vos risques et de réduire vos risques de développer la maladie. Et comme Yvon l'a mentionné, chaque personne individuelle chez qui la maladie pourrait ne pas ou peut se développer va réduire également la charge très lourde chez les professionnels de la santé qui devraient éventuellement vous suivre ou l'entourage.
ou votre entourage. Alors j'avais également une deuxième question, enfin une deuxième commentaire sur une question qui revient souvent, et donc je la remercie de l'avoir posée parce que je n'adresse pas toujours ces questions. Est-ce qu'une personne qui a déjà fait la maladie ou qui a des anticorps ou bien qui a eu un test PCR positif doit être vaccinée? Alors comme on savait que ce type d'analyse ne pourra pas être fait la plupart du temps lorsqu'on aura une campagne de vaccination, dans les études cliniques, on a proposé que les études cliniques incluent des individus qui étaient ce qu'on appelle tant des séropositifs que des séronégatifs. Les séropositifs, c'est ceux qui ont effectivement une sérologie vaccinale, c'est ce que je vous ai montré, ou au virus qui a des anticorps, et la sérologie négative, c'est ceux qui n'ont pas d'anticorps. Et l'analyse d'efficacité a été réalisée dans le premier groupe, ça veut dire ceux qui n'ont jamais développé d'anticorps, et on montre l'efficacité. Et l'efficacité est également présente chez des individus qui ont par le passé développé des anticorps ou la maladie. Et donc, pour faciliter les campagnes de vaccination, la plupart des pays qui recommandent la vaccination, et je pense qu'au niveau européen, ce sera le même cas, puisqu'on va travailler sur les mêmes bases de données, on ne demandera pas de faire de tests sérologiques ou de PCR ou n'importe quoi avant. La PCR, ça n'a pas de sens par ailleurs, mais le test sérologique, ça n'aurait pas de sens. Et puisqu'on sait que tant les séropositifs que chez les séronégatifs, le vaccin globalement serait efficace et c'est pas plus mal plutôt que de nouveau d'avoir un système qui est beaucoup plus complexe, de faire une sérologie avant, prélèvement de sang, une sérologie. En plus, je vous l'ai dit, la sérologie peut être négative et vous avez néanmoins été asymptomatique. Et donc là, vous ferez le vaccin et puis vous pouvez avoir une sérologie positive et vous avez été aussi asymptomatique. Donc ce qui compte, c'est rebooster avec le vaccin et de garantir auprès de la population l'accès au vaccin sans se poser ces questions d'un point de vue préalable. Donc ça, je crois que c'est effectivement important de rappeler que c'est une pratique très générale dans la vaccination de ne pas tester le statut sérologique et certainement dans des vaccinations de masse en pleine pandémie, d'autant plus qu'il reste énormément d'inconnus sur l'évolution de la protection immunitaire spontanée ou naturelle. Et donc, la chose importante, c'est que les études cliniques montrent qu'il n'y a pas de risque à vacciner quelqu'un qui a déjà fait une forme de la maladie. Beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, l'ont fait éventuellement à une époque où on ne testait pas et n'ont donc pas la preuve que c'était bien la Covid-19, même si c'était probablement le plus probable. Donc, la vaccination de l'ensemble des personnes qui souhaitent se faire vacciner est la façon la plus favorable de lutter contre une pandémie. Toutes les données historiques le montrent et comme il n'y a pas de risque, c'est sur cette stratégie-là que sera organisée la vaccination. Yvon, il y a peut-être encore une question pour toi de Muriel Jerkens, que je crois que tu connais. Comment allons-nous organiser une communication vantant l'intérêt des vaccins tout en disant qu'il faudra continuer à se protéger et protéger les autres durant plusieurs mois? Bonne question, je vous remercie de l'avoir posée, comme disait l'autre. C'est sûr que c'est une complication du message, mais c'est une étape intermédiaire incontournable. De la même façon que si on organisait mal la vaccination et qu'on aurait d'énormes attroupements dans les centres de vaccination qui deviendraient en eux-mêmes des lieux de dissémination de l'infection, le fait de voir les gens abandonner les gestes barrières le lendemain de leur vaccination aurait un effet extrêmement négatif sur le climat aussi dans lequel la coexistence entre les personnes vaccinées et non vaccinées se développera. Donc je crois qu'il faudra être très pédagogue, mais il me semble que les données que l'on peut expliquer sur la contamination et l'immunité collective vont nous permettre d'expliquer que c'est intéressant de se faire vacciner pour chacun d'entre nous, mais qu'en même temps, ça ne va pas nous donner tout de suite cette liberté, ce retour à la vie sociale auquel nous aspirons tous, et bien entendu aussi une reprise
de l'activité normale et la priorité qu'il faudra donner à tous les gens qui ont beaucoup souffert et à ceux aussi, ne les oublions pas, qui ont perdu leur emploi dans cette crise, parce que le vaccin, c'est évidemment un outil de santé publique pour soulager les hôpitaux et nous protéger d'une maladie grave et de la mort, mais c'est aussi indirectement de soigner toute une série d'autres conséquences catastrophiques de cette épidémie, que ce soit au niveau psychosocial ou au niveau économique. Les gens qui souffrent, qui sont isolés, j'ai beaucoup de contacts encore avec des étudiants de l'université et c'est vraiment très très dur pour eux à leur âge de se trouver isolés et confinés, coupés de leurs enseignants, coupés de leurs relations sociales. Et puis il y a tous les gens qui ont perdu ou qui vont perdre leur emploi du fait de cette crise. Et donc, tout ça sont aussi des dommages que le vaccin peut nous aider à minimiser et à renverser. Il ne faut pas perdre de vue cette dimension-là de la campagne de vaccination qui s'ouvre. Il y a une question peut-être importante pour vous expliquer comment ça se passe au niveau de l'Agence européenne du médicament. J'ai juste une petite question. Comment peut-on expliquer la si grande différence entre un vaccin Pfizer à 95% et celui à 70%? Ce taux de 70% est-il par ailleurs suffisant? Alors, donc, effectivement, on parle de deux vaccins différents et donc par définition, les vaccins et l'Agence européenne du médicament, et la FDA, le MHRA en Angleterre maintenant et l'Agence canadienne, analysent vaccin par vaccin. Ils ne sont pas étudiés, comparés dans les mêmes études. D'accord? Donc, on les compare par rapport à un placebo. Et donc, ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire que Pfizer fournit ces données sur 44 000 individus, en gros, à peu près 20 000 avec vaccinés et 20 000 avec placebo. Ils arrivent à 95% d'efficacité. Ils ont été testés dans des conditions particulières, dans des populations particulières, qui peuvent être différentes d'un autre vaccin qui va être testé dans d'autres pays, dans d'autres conditions, avec des groupes à risque éventuellement plus ou moins importants. Et donc, en fait, on peut avoir des vaccins qui vont arriver avec des efficacités qui vont être de 60, 70, 80 ou 90%, soit parce que le vaccin est un peu moins immunogène dans certaines populations, soit parce qu'ils ont été étudiés dans des zones où, d'un point de vue pratique, l'efficacité du vaccin n'a pas été mesurée de la même façon. Ça veut dire qu'on va utiliser des mesures de symptômes chez des individus qui peuvent être légèrement différents. Et donc, nous, on analyse au cas par cas, on ne compare pas les données. Par contre, lors de réflexions sur le choix du vaccin, quand on devra identifier des populations éventuellement plus à risque, on sait par exemple que quand on parle d'un vaccin qui est efficace éventuellement à 70% de moyenne, on constate qu'on peut avoir le même vaccin qui est efficace à 90% chez les moins de 55 ans et moins efficace chez les plus de 55 ans. Et donc là, dans le choix du vaccin, il ne faudra certainement pas laisser le choix à l'individu de dire « moi je veux celui-là ou je veux celui-là », mais nous baser non pas au niveau de l'Agence européenne des médicaments, mais au niveau de la task force, au niveau du Conseil supérieur de la santé, de faire cette analyse comparative et de voir à quelle personne, en raison de son profil, de son âge, de facteur de risque, peut correspondre le mieux tel ou tel vaccin. Et je ne sais pas vous répondre aujourd'hui à cette question, puisqu'on n'en a d'ailleurs même pas un seul qui est commercialisé. On va avoir celui de Pfizer, puis celui de Moderna, puis éventuellement celui d'AstraZeneca, et on rediscutera de ça au fur et à mesure où les données vont apparaître et vont être analysées. Il se peut que soit chou blanc ou blanc chou, comme on dit, pour l'un ou l'autre vaccin, est-ce qu'il n'y a vraiment aucune différence? Et il se peut qu'il y ait des différences suivant des sous-groupes, des groupes d'âge ou d'autres qui vont apparaître avec un vaccin, et c'est là qu'il faudra éventuellement le mettre en seconde attention par rapport à un autre. Et puis, on est aussi limité par rapport au nombre de doses, bien évidemment. Si tout le monde dit qu'il veut le vaccin Pfizer, la Belgique en a commandé pour 5 millions de doses tant que maintenant. Et donc, cette analyse sera faite au fur et à mesure, et donc, par transparence, tout le monde sera informé, bien évidemment, mais on ne sait pas répondre encore à ces questions. Alors, il y a deux questions que je vois ici. Quel sera le mode de vie autorisé dans les maisons de repos et de soins une fois la vaccination faite? C'est une très bonne question et je pense qu'aujourd'hui, on aurait du mal à faire une réponse carrée. Je pense qu'en tout cas, ça va
diminuer l'anxiété et l'isolement des résidents, dans quelle mesure, et surtout si la vaccination n'est que partielle, le mode de vie de l'AMR-MRS va changer, reste un point qu'il va falloir que nous travaillions avec le secteur. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse aujourd'hui, je dirais, toute faite à cette évolution. C'est un peu comme on vient de le dire pour la population générale. Il y aura un décalage entre le moment où on se vaccine et le moment où l'impact sociétal de la vaccination va entraîner un allègement des précautions que nous sommes amenés à prendre. Alors, je n'ai pas trop bien compris la question, le schéma attendu, qu'en est-il de la réalité? Le schéma que j'ai montré n'est pas un schéma attendu, c'est notre programmation de la vaccination au niveau de la task force. Nous sommes occupés à la mettre en œuvre, et plus particulièrement la première phase qui concerne les maisons de repos et de soins, et nous commençons l'organisation de la deuxième partie de cette première phase, à savoir le personnel hospitalier, le personnel de la première ligne de soins. Et ce que nous espérons, c'est évidemment de pouvoir aller suffisamment vite, c'est-à-dire que le nombre de candidats à se faire vacciner soit suffisamment élevé. Et là, je reconnais qu'on compte un petit peu aussi sur vous. Vous êtes aussi des ambassadeurs potentiels vis-à-vis de tous les gens qui sont autour de vous, vis-à-vis de vos affiliés, vis-à-vis des résidents de vos maisons de repos, suivant l'origine, le groupe d'origine qui vous a amené dans ce webinaire. C'est un enjeu collectif. Il n'y aura de succès que si on serre les coudes tous ensemble pour convaincre de quelque chose dont nous devons d'abord nous-mêmes être convaincus. Et c'est le cas de Jean-Michel et de moi, vous avez bien compris. On espère qu'après ce webinaire, parce que je vois qu'il est 14 heures et qu'on va devoir clôturer, on espère qu'après ce webinaire, vous êtes un peu mieux informés. Et notre conviction, c'est que si l'accès aux informations nous a convaincus que c'était une bonne arme, on se dit et on a confiance sur le fait que lorsque vous serez tous bien informés, vous serez vous aussi convaincus que c'est une bonne arme et que vous pourrez en convaincre les gens autour de vous. Bon, voilà. Un message juste important, parce que j'ai vu passer, et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais j'avais peu de temps. J'ai des sets de plus de 200 slides, si on fallait rentrer dans le détail de chacune des parties, et encore, j'ai beaucoup plus. Mais quels sont les produits qui se retrouvent dans ce vaccin? Adjuvant, aluminium, risques liés aux adjuvants. Donc le vaccin Pfizer, je vais vous dire, puisqu'on avance, il y a l'équivalent du mRNA, il y a ce qu'on appelle des lipoprotéines, des phospholipides qui permettent de générer cette couverture autour du vaccin qui, pour la plupart, sont naturels, qu'on retrouve dans notre corps. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'aluminium. Donc c'est ce qui fait aussi la beauté quelque part de ce type de vaccin, puisqu'ils sont conservés à moins 70 degrés, il n'y a pas besoin de conservateur. Par contre, une fois décongelés, ils doivent être utilisés lorsqu'ils sont reconstitués dans des délais rapides, donc ça veut dire dans les 6 heures. Et il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas d'adjuvant, ils sont suffisamment immunogènes. Idem pour le vaccin Moderna qui va suivre, et idem pour toute une série de vaccins. Donc c'est des vaccins également qui, en termes de plateforme, sont intéressants de ce point de vue-là, et qu'il est important de mentionner, parce que je sais que parmi les messages anti-vax, il y a des antibiotiques, il y a des adjuvants dans les vaccins. Ici, pas d'antibiotiques, pas de conservateurs, pas d'adjuvants, pas d'aluminium dans les premiers vaccins qui seront disponibles. D'autres développent avec adjuvants, ils seront bien évidemment identifiés, ils ne sont pas encore prêts d'être sur le marché belge en tout cas, ils seront clairement identifiés et les données de balance bénéfice-risque seront également clairement mentionnées par souci de transparence. Voilà, je pense qu'on va devoir arrêter, parce que je crois que c'est important de rester dans le timing qu'on a prévu pour que vous puissiez reprendre vos activités telles qu'elles avaient été planifiées. Je me rends compte qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, mais ça montre en tout cas que vous en avez. On va évidemment les colliger et vous trouverez à la fois sur le site de la FMPS une section avec des frequently asked questions ou question and answer comme on dit parfois, où il y a des réponses. Nous sommes en train d'en développer sur le site de la VIC
Vaccination Info développe le sien, de plus en plus d'informations deviennent disponibles et bien entendu, nous les répercutons en toute transparence. C'est un des engagements qui a été pris au niveau de la communication dans le développement de la vaccination contre la Covid-19, parce que nous pensons que non seulement c'est un devoir éthique, mais qu'en plus, c'est la meilleure façon que chacun puisse, en citoyen autonome et responsable, se faire sa décision par rapport à la vaccination, qui est une vaccination volontaire. Voilà, on aura, je pense, d'autres occasions. On voit bien qu'il y a une énorme soif d'informations et c'est bien normal et je dirais même que c'est rassurant. Et donc, vous aurez d'autres sollicitations, en tout cas aussi en fonction de l'évolution des données qui va être probablement assez importante pendant les mois qui viennent et va justifier régulièrement que l'on puisse se revoir. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Je remercie Madame la Ministre de nous avoir introduits et Jean-Michel Donnier, malgré son agenda démentiel, d'avoir consacré une fois de plus sa période de midi à partager avec nous ses compétences dans le domaine qui sont très grandes. Merci beaucoup, bon après-midi, à bientôt. Yvon, quelques petites précisions juste avant de partir. Nous avons reçu de nombreuses demandes pour pouvoir recevoir vos présentations. Donc, est-ce qu'on pourrait répondre par l'affirmative? Vous nous les envoyez, on les mettra à disposition sur notre site. Et je précise également donc que le webinaire sera visionnable à souhait sur notre site également d'ici quelques jours sur la page habituelle sur le site de la VIC, la partie consacrée au coronavirus. Mais donc, si on pouvait déjà répondre à la demande, est-ce qu'on va pouvoir obtenir vos présentations? Avec grand plaisir. Oui, pas de souci. Enfin, Jean-Michel a tout. Il peut te les envoyer, David, pour pouvoir les diffuser à ceux qui le souhaitent. Bon, tout à fait. Parfait. Eh bien, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à clôturer. Je vous remercie grandement. Nous avons été près de 800 au moment le plus où l'audience était la plus forte. Et nous avons plus de 200 questions répertoriées que nous allons collecter, regrouper et pour lesquelles nous apporterons des réponses au travers, comme Yvon l'a signalé, au travers d'une FAQ prochainement qui sera également publiée sur notre site. Merci à toutes et tous et à une prochaine fois. Merci.